Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Une frappe israélienne a visé une voiture de type rapide dans la localité de Barachit, faisant un mort identifié comme membre du Hezbollah. À Dhaïra, Bassem Souaid, membre du conseil municipal, a été grièvement blessé par des tirs israéliens. Et à Meis el-Jabal, un drôle israélien a largué une bombe sonore au-dessus d'un quartier résidentiel. Alors que l'aviation israélienne continue de cibler des membres du Hezbollah, tel le cas aujourd'hui à Barachit dans le sud, le Liban reste dans l'expectative des résultats des tournées diplomatiques entreprises par des émissaires occidentaux, mais aussi par ses propres personnalités politiques. Le président français Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée le Premier ministre Nawaf Salam en visite officielle à Paris pour la première fois depuis sa nomination. Gouvernance, relance économique, justice et sécurité, la France réaffirme son engagement aux côtés du Liban dans des annonces concrètes et un soutien renforcé. Premier geste fort, une aide financière de 75 millions d'euros promise par la France au profit du LIP, un projet de la Banque mondiale destiné à reconstruire les zones sinistrées par les récents affrontements, notamment dans le sud du Liban. Emmanuel Macron aussi a appelé le Parlement libanais à adopter 2 lois cruciales pour enclencher un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Sur cette base, une conférence internationale de soutien économique pourrait être organisée à Paris. La réforme de la justice libanaise a fait également partie des priorités françaises. Un expert sera détaché auprès du ministère libanais et un partenariat sera lancé entre les écoles de magistrature des 2 pays. Sur le plan sécuritaire, Paris a rappelé l'importance du respect du cessez-le-feu du 29 novembre et du renouvellement du mandat de la FINUL. Autre dossier délicat, la délimitation des frontières entre le Liban et la Syrie. La France propose son soutien technique pour accompagner ce processus de sécurisation mutuelle. Georges Abdallah, militant libanais pro-palestinien, a quitté sa prison dans les Hautes-Pyrénées après 40 ans de détention en France. Condamné dans les années 80 pour complicité dans l'assassinat de diplomates américains et israéliens, Abdallah, aujourd'hui âgé de 74 ans, est libre après 4 décennies de détention. Condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates, un Américain et un Israélien, Abdallah a toujours nié avoir tué tout en assumant ses engagements politiques pro-palestiniens et anti-impérialistes. Son avion a décollé à 9h30 de Paris, de l'aéroport de Roissy en direction de Beyrouth. Il souhaite désormais terminer sa vie à Bayat, son village natal dans le nord du Liban. À Paris, un tournant discret mais majeur dans la diplomatie régionale. Le chef de la diplomatie syrienne, Asad Ashibani, a rencontré pour la première fois officiellement un ministre israélien, Ron Dermer, sous médiation américaine. Organisée par l'émissaire spécial Tom Barak, cette réunion vise à désamorcer les tensions croissantes entre les 2 pays toujours officiellement en guerre dans un contexte d'escalade militaire au sud de la Syrie. Washington parle d'un pas vers la désescalade, tandis que Paris s'apprête à accueillir les 2 parties pour poursuivre les efforts diplomatiques. Cette initiative fait suite à un premier contact à Azerbaïdjan le 12 juillet. Les discussions se poursuivent ce vendredi à Paris avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. À Gaza, les organisations humanitaires tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. La malnutrition infantile explose après plus de 21 mois de guerre. Alors que Paris, Londres et Berlin tiennent une réunion d'urgence, Médecins sans frontières et l'ONU dénoncent une situation critique avec des enfants en danger de mort et un accès à l'aide toujours entravé. Ils ont entre 6 mois et 5 ans et leur corps fragile ne supporte plus la faim. À Gaza, un enfant sur 4 souffre aujourd'hui de malnutrition aiguë selon Médecins sans frontières.
un chiffre alarmant qui touche aussi les femmes. MSF dénonce une utilisation délibérée de la faim comme arme de guerre. L'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, parle d'une malnutrition qui explose, notamment dans la ville de Gaza, où un enfant sur 5 est déjà atteint. Les médecins voient arriver des enfants émaciés, faibles, parfois trop tard pour les sauver. Plus de 100 décès liés à la faim ont déjà été recensés selon plusieurs ONG. Depuis mars, Gaza est soumise à un blocus total, partiellement assoupli fin mai. Mais l'accès à la nourriture, aux médicaments et aux carburants reste extrêmement limité. Face à l'urgence, Paris, Londres et Berlin se sont réunis pour un entretien de crise alors que la France a annoncé qu'elle reconnaîtrait un État palestinien en septembre. Une décision saluée par l'OLP et le Hamas, mais condamnée fermement par Israël qui l'associe aux attaques du 7 octobre. Pendant ce temps, les bombardements israéliens se poursuivent et les négociations de cessez-le-feu ont échoué à Doha. L'envoyé américain a annoncé le retrait de sa délégation, tout comme Israël. Le sort des 49 otages encore détenus à Gaza reste suspendu à un accord qui ne vient pas. La famine n'est plus une menace future, elle est déjà là, silencieuse, implacable, frappant d'abord les plus jeunes, et sans accès humanitaire total, les organisations préviennent, le pire est à venir. À Istanbul, une nouvelle réunion cruciale s'est ouverte entre l'Iran et les puissances européennes sur le programme nucléaire iranien. Une rencontre hautement sensible, un mois après les frappes israéliennes et américaines sur des sites nucléaires iraniens et à l'approche de l'échéance d'un mécanisme pouvant rétablir les sanctions internationales contre Téhéran. C'est à Istanbul, donc sous tension diplomatique, que se retrouvent les émissaires français, britanniques et allemands face à une délégation iranienne. Au cœur des discussions, l'avenir du programme nucléaire iranien, mais surtout l'échéance d'octobre, date à laquelle les Européens pourraient rétablir les sanctions onusiennes si aucun accord n'est trouvé. Cette rencontre survient dans un climat d'extrême tension. À la mi-juin, Israël a bombardé plusieurs sites nucléaires en Iran avec le soutien des États-Unis. Une guerre éclair de 12 jours s'en est suivie, provoquant d'importants dégâts aux installations iraniennes et gelant temporairement l'enrichissement de l'uranium. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharib Abadi, parle d'un recours totalement illégal au mécanisme de rétablissement des sanctions. Mais les Européens estiment que l'inaction n'est plus une option face aux manquements iraniens et à l'arrêt de toute coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Agence onusienne de surveillance nucléaire. Selon elle, l'Iran enrichit toujours l'uranium à 60%, très au-delà de la limite de 3,67% fixée par l'accord de 2015. Téhéran, de son côté, qualifie cet enrichissement de droit non négociable et insiste « Le programme nucléaire iranien est une fierté nationale », selon le ministre Abbas Araghchi. L'Iran aussi a lancé son satellite de communication Nahed-2 depuis la base russe de Vostochny. Un développement présenté comme civil par Téhéran, mais qui inquiète les Occidentaux, alors qu'une réunion sur le programme nucléaire iranien s'est tenue simultanément en Turquie. C'est depuis la Russie que le satellite iranien Nahed-2 a été placé en orbite à l'aide d'un lanceur Soyouz. L'information a été confirmée par les médias d'État à Téhéran. Nahed-2, d'un poids de 110 kg, est un satellite de communication entièrement conçu par des ingénieurs iraniens. Il s'inscrit dans une stratégie spatiale que l'Iran développe depuis plusieurs années, affirmant qu'elle est purement pacifique et conforme aux résolutions de l'ONU. En septembre dernier, l'Iran avait déjà lancé avec succès le satellite Shamran 1 à l'aide d'un lanceur conçu par les gardiens de la Révolution. Avant cela, Pars 1 avait été mis en orbite depuis cette même base russe. Mais ces avancées technologiques soulèvent des inquiétudes en Occident. Les États-Unis et l'Europe craignent une possible dualité technologique entre les fusées civiles et les missiles balistiques capables de transporter une ogive nucléaire. Et sur cette information, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.